Merci d'être avec nous sur A24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 3 juillet. Le génocide de l'entité sioniste se poursuit à Gaza. Près de 90 Palestiniens sont tombés en martyrs. Le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 passe à 57 130 martyrs et plus de 135 000 blessés. Des centaines de Palestiniens assassinés alors qu'ils attendaient de recevoir des aides humanitaires. La Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par l'entité sioniste et les États-Unis, est accusée de tuer sous couvert de l'humanitaire. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside la cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers généraux et officiers supérieurs de l'armée nationale populaire. Et puis en France, défaut d'appel d'offres, surfacturation et dons à des associations. Le Rassemblement national est encore accusé d'avoir enfreint les règles du Parlement européen selon un rapport dévoilé ce jeudi. Bonsoir à tous. Près de 90 Palestiniens sont tombés en martyrs et de nombreux autres ont été blessés au 108e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 118 martyrs et 581 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi depuis le 7 octobre 2023 à 57 130 martyrs et 135 173 blessés. Et les forces de l'entité sioniste ont commis pas moins de 29 massacres en 2 jours dans plusieurs régions de la bande de Gaza, intensifiant les attaques notamment contre les civils, attendant de recevoir des aides humanitaires. Ce jeudi, près de 40 Palestiniens sont tombés en martyrs dans de telles circonstances. Kheddin Batash. 29 massacres commis durant les dernières 48 heures, 19 martyrs au total. En à peine quelques heures après les premières lueurs du jour, un chiffre qui passera à 88 vers la fin de la journée, ou encore 4 autres martyrs qui viennent d'être tués au camp de Haïdoun Abu Raïj. Là, pendant que nous mettions sous presse, les dépêches continuaient de tomber annonçant davantage de morts et de blessés parmi la population civile. L'entité sioniste intensifie d'une manière inhumaine ses frappes sur Gaza au moment où l'on discute entre médiateurs d'un projet de cessez-le-feu. L'abominable calvaire des Palestiniens commence chaque jour à l'aube. La machine de guerre sioniste ne connaît pas de répit. En ce mercredi 3 juillet, elle frappe très tôt l'école Mustafa Hafez qui abrite des Palestiniens déplacés dans la ville de Gaza. Bilan, 17 martyrs et au moins 20 blessés. Sur place, le récit est encore une fois glaçant. Je suis allée là où l'aide est distribuée pour apporter de la farine aux enfants orphelins de mon frère, les seuls survivants de ma famille après que mes parents et mes frères et sœurs ont été tués au début de la guerre. Je suis venue ici pour les retrouver, tuer les enfants et leur mère, mon cousin Sakr, ses enfants et sa femme, et mon cousin Yazen. Que Dieu les comble de sa miséricorde. Dans le centre de la ville de Gaza, toujours, un raid aérien a soufflé cette fois-ci une maison située dans un immeuble, faisant plusieurs blessés, tandis qu'un autre bombardement a fait au moins 3 martyrs à Haï Zaytoun, Haï Toufah. À Deir el-Balah, 3 Palestiniens ont été tués dans un bombardement ayant pris pour cible un véhicule civil, 4 autres dans un énième bombardement sur un regroupement de civils au quartier Yava. Au sud de la bande de Gaza, à Rafah, 7 martyrs et 30 blessés ont été signalés dans la région de Chakouch à la suite de violents bombardements. Au niveau des points de distribution d'aide gérés par la compagnie américano-sioniste, l'on dénombre malheureusement 37 martyrs aujourd'hui assassinés par les balles des forces sionistes. Voici, chiffres à l'appui, comment l'entité sioniste extermine, affame et déshumanise des Palestiniens sur leur terre depuis plus de 2 ans. Les médias mainstream occidentaux s'occupent quant à eux de terminer l'œuvre génocidaire, c'est-à-dire en procédant à l'invisibilisation des crimes et massacres commis quotidiennement par le bourreau sioniste.
Et je vous le disais en titre, de nombreuses voix continuent de s'élever autour des pratiques de la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par l'entité sioniste et les États-Unis. Des centaines de Palestiniens sont tombés en martyrs à proximité des centres dits de distribution de ce mécanisme qui se substitue à l'UNRWA. Kherdin Batash, ici Leila Gertal. Affamés, des civils à bout de souffle et harassés par plus de 2 ans de génocide pour pouvoir les attirer vers l'un des guet-apens les plus odieux de l'histoire de l'humanité, il n'y a que l'entité sioniste et ses alliés qui sont en effet capables d'un tel crime contre l'humanité. La compagnie américano-sioniste GHF, soi-disant chargée de la supervision de l'accès et la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, se transforme en une machine à tuer, ayant fait en quelques semaines seulement près de 650 martyrs et des milliers de blessés sous couvert de missions humanitaires. Chaque jour, des milliers de Palestiniens asphyxiés par des mois de blocus sionistes sur l'entrée des aides humanitaires se dirigent vers ces points prédéfinis, véritables pièges de la mort, pour espérer pouvoir mettre la main sur un sac de farine ou de blé au péril de leur vie. Israël a démantelé la dernière fonction de l'ONU à Gaza, l'aide humanitaire. Sa prétendue fonction humanitaire pour Gaza n'est rien d'autre qu'un piège mortel conçu pour tuer ou forcer à fuir une population affamée, bombardée et émaciée, vouée à l'élimination. À défaut de combattre la faim, GHF organise la mort, un système militarisé de distribution d'aide humanitaire dans la bande de Gaza qui tue des gens. C'est en ces termes que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié l'action de cet organisme contesté par l'ONU. Selon des témoignages obtenus par l'agence Associated Press, des membres de GHF ont affirmé que leurs collègues tirent délibérément sur les civils palestiniens. Des témoignages et des vidéos obtenus par AP montrent que des entrepreneurs américains assurent la surveillance des sites de distribution d'aide à Gaza, utilisent des balles réelles et des grenades assourdissantes alors que des Palestiniens affamés se bousculent pour trouver de la nourriture. Pas plus tard que cette semaine, plus de 200 ONG internationales ont appelé à la fin de ce dispositif. Plusieurs parmi elles se disent prêtes à la poursuivre en justice. Les ONG dénoncent un piège mortel coûtant plus de vies qu'il n'en sauve, selon le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, qui qualifie la GHF d'abomination qui humilie et dégrade les personnes désespérées. Si l'action meurtrière de GHF est rendue possible par une complicité criminelle de l'administration américaine, le silence honteux de la communauté internationale face à cette énième façade de génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza fait d'elle une tache indélébile qui souille par le sang des Palestiniens innocents l'histoire des nations et des pays prétendument démocratiques pour l'éternité. Et lors de la présentation de son dernier rapport, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a accusé l'entité sioniste d'être responsable de l'un des génocides les plus cruels de l'histoire moderne, appelant à une action internationale forte, incluant un embargo total sur les armes ainsi que la suspension des relations commerciales et des investissements avec cette entité. En conclusion, permettez-moi de dire que les États membres doivent imposer un embargo total sur les armes à Israël, suspendre tous les accords commerciaux et les relations d'investissement et faire en sorte que les entreprises soient tenues responsables de leur implication dans de graves violations du droit international. De plus, les entreprises doivent cesser d'urgence toute activité commerciale et mettre fin à toute relation directement liée aux violations des droits humains et aux crimes internationaux contre le peuple palestinien qui y contribue et en sont la cause.
Les positions de la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens pourraient lui coûter sa place. Francesca Albanese a dénoncé depuis le début du génocide à Gaza les souffrances du peuple palestinien. Désormais, l'administration de Donald Trump appelle à son remplacement. Tinhinan Makassi. Une nouvelle fonctionnaire internationale est dans le viseur de l'administration Trump. Il s'agit de la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese. En effet, selon la presse internationale, l'exécutif américain aurait envoyé une lettre à Antonio Guterres lui demandant de révoquer Albanese, l'accusant d'antisémitisme et de soutien au terrorisme. Cette demande fit suite à un rapport où elle dénonce l'économie du génocide en Palestine occupée, pointant du doigt la complicité de plusieurs multinationales. Ce n'est pas la première fois que la Maison-Blanche ou le département d'État américain tente de discréditer la rapporteuse spéciale. Sous l'administration Biden comme Trump, les compétences d'Albanese ont été questionnées. Washington, qui voit l'entité sioniste comme son poste avancé pour défendre ses intérêts au Moyen-Orient, ne ménage aucun effort, et ce, en mépris du droit international. Si les vétos américains ne sont un secret pour personne, au même titre que le soutien logistique et militaire à l'entité sioniste, l'Amérique va plus loin, suspend les aides à l'UNRWA ou encore, comme en juin dernier, sanctionne le procureur de la CPI, Karim Khan, ainsi que plusieurs juges pour avoir émis des mandats d'arrêt contre des dirigeants sionistes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et pour évoquer ce dossier, nous avons avec nous Riyad Sidawi en direct. Bonsoir. Bonsoir. Riyad Sidawi, alors vous êtes directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale basé à Genève. On l'a vu, Francesca Albanese est aujourd'hui accusée de tous les torts. Ses compétences de rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens sont aujourd'hui remises en question par l'entité sioniste et l'administration Trump. On connaît son franc-parler, contrairement à certains. Elle n'hésite pas à rassembler Israël et génocide dans la même phrase. C'est ce qui lui vaut d'être aujourd'hui mise au banc des accusés, Riyad Sidawi. Oui, Madame Francesca Albanese est une dame courageuse, intègre. Elle a confronté les lobbies sionistes qui sont très influents, que ce soit dans les médias occidentaux ou aujourd'hui au sein de la Maison Blanche. C'est un courage physique aussi, parce qu'elle a été menacée plusieurs fois. Je pense aussi la même chose, M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, il a eu des positions bien fermes contre l'entité sioniste. Mais nous savons bien que l'entité sioniste est un État hors loi qui ne respecte pas le droit international, qui a bafoué plusieurs fois le droit international avec le soutien inconditionnel des États-Unis d'Amérique, notamment maintenant avec Donald Trump. Nous savons bien aussi que la Cour pénale internationale a accusé Benjamin Netanyahou de génocide contre l'humanité et doit être arrêté dans les aéroports occidentaux. La même chose pour son ex-ministre de la Défense, Galland. Oui. Mais ce sont toujours les États-Unis d'Amérique, la Maison-Blanche, qui protège. Et pour justement, puisque vous en parlez, Riyad Sidawi, l'entité sioniste, on doit le rappeler, n'hésite pas à s'en prendre à des représentants de l'ONU. Certains membres de l'UNRWA ont même été assassinés à Gaza. Malgré les multiples condamnations, l'entité sioniste tente de se substituer aujourd'hui à l'UNRWA. On voit le résultat aujourd'hui. Riyad Sidawi, des dizaines de Palestiniens sont délibérément assassinés alors qu'ils attendent de la distribution d'aide. Comment expliquer cette impunité? C'est un génocide. Je dis c'est un État hors la loi. C'est un État qui bafoue le droit international, qui ne respecte pas la vie humaine. Et maintenant, il y a un consensus mondial, je dis. Les organisations des droits de l'homme, surtout l'opinion publique européenne et américaine, on a vu les universités et la mobilisation des universités. Il n'y a que les lobbies sionistes qui défendent cette entité sioniste ou la Maison Blanche qui défend l'entité sioniste, même au sein du Conseil de sécurité. Et moi, je pense sans cette protection
incompréhensible et inconditionnelle des États-Unis d'Amérique à l'égard de l'entité sioniste, évidemment, la planète va se révolter contre cet État voyou qui ne respecte rien, surtout au plan humain. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions, Riyad Sidawi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, qu'on vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure dans l'échiquier présenté par Leïla Guertal. Merci d'avoir participé à ce journal avec nous. Merci à vous. Merci. Et toujours dans notre dossier consacré à la situation en Palestine, des centaines de manifestants se sont rassemblés au 10 Downing Street devant le bureau du Premier ministre britannique après la proposition de classer le groupe de soutien au peuple palestinien Palestine Action comme organisation terroriste. Et pendant ce temps, le Maroc continue d'alimenter la machine génocidaire sioniste contre le peuple palestinien par l'acheminement via ses ports et de matériel militaire à destination de l'entité sioniste, malgré les nombreuses protestations publiques. C'est ce qu'a notamment révélé le site d'information Middle East Eye, dans une enquête intitulée « Alimenter la machine génocidaire, le soutien du Maroc à la guerre contre Gaza ». Je vous le disais en titre, le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jeudi au Palais du Peuple à Alger la cérémonie de remise de grades de médailles aux officiers généraux et officiers supérieurs de l'armée nationale populaire. Organisée à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, la cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, d'officiers supérieurs de l'armée nationale populaire, ainsi que des personnalités nationales et des moudjahidines. À son arrivée au Palais du Peuple, le président algérien a été accueilli par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chingriha. Dans l'actualité aussi, la secrétaire d'État algérienne auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Selma Barta-Mansouri, a participé aujourd'hui par visioconférence à la 1287e réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, consacrée à l'évolution de la situation en Somalie et à l'avancement des opérations de la mission de soutien de l'Union africaine en Somalie. À cette occasion, la secrétaire d'État a réitéré l'engagement indéfectible de l'Algérie à soutenir les efforts de paix et de stabilité en Somalie et sa volonté de continuer à soutenir ce pays dans ses efforts de lutte contre le terrorisme et de stabilisation.
Je vous en parlais en titre retour sur la décision inattendue des États-Unis de suspendre leur livraison d'armes à l'Ukraine alors que Kiev a un besoin vital de systèmes de défense aérienne patriotes ainsi que d'artillerie de précision et de missiles. Pourquoi Washington a-t-elle pris cette décision? Quelles seront ses conséquences? Éléments de réponse avec Safwan Ben Sabri. Cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier. Le ton est donné par la Maison-Blanche. Dans un communiqué transmis aux médias, Washington annonce l'arrêt de la livraison de certaines armes à Kiev. Si la Maison-Blanche ne donne pas plus de précisions, des sources affirment que cette décision a été prise début juin par le chef de la politique du Pentagone. L'arrêt de la livraison concernera des missiles de défense antiaériens et des obus, programmé du temps de l'administration Biden. C'est peut-être un nouveau tournant dans le conflit ukrainien. Les États-Unis s'inquiètent de la baisse de leur propre stock de munitions. La première puissance mondiale possède un stock conséquent, mais sa capacité à produire, elle, a drastiquement baissé au fil des années. Les États-Unis ont ralenti leur production d'obus d'artillerie et pourraient avoir du mal à répondre à une demande accrue dans un conflit prolongé comme celui en Ukraine. Côté russe, Moscou a récemment augmenté sa production d'obus, surpassant potentiellement celle des États-Unis et de l'Europe réunis. Un audit a été réalisé concernant les stocks militaires américains par le chef du département politique du Pentagone. Le rapport a suscité l'inquiétude quant à la diminution du nombre total de munitions dont Kiev est très dépendante. Le ministère de la Défense ukrainien s'est montré irrité. L'Ukraine n'a reçu aucune notification officielle concernant la suspension de l'aide. C'est dans ce contexte que le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra jeudi au téléphone avec son homologue américain Donald Trump, alors que le temps joue en faveur de Moscou. Je vous en parlais en titre. En France, défaut d'appel d'offres, surfacturation et dons à des associations. Le Rassemblement national est encore accusé d'avoir enfreint les règles du Parlement européen selon un rapport dévoilé ce jeudi par plusieurs médias. À peine sorti du premier procès des assistants parlementaires européens, le parti est de nouveau soupçonné de diverses irrégularités financières avec ses alliés d'extrême droite à Bruxelles. Réunis pour leur sommet semestriel à Buenos Aires, les pays sud-américains du Mercosur n'ont pu que rappeler l'importance pour la région de l'accord signé fin 2024 entre 4 d'entre eux et la Commission européenne compétente en matière commerciale. Or, le traité n'a toujours pas été présenté pour ratification aux États membres et au Parlement européen. Le point avec Iman Merad. Le palais San Martín de Buenos Aires accueillait cette semaine un sommet décisif du Mercosur. Sous la présidence de l'Argentine, les chefs d'État sud-américains se retrouvent autour d'un agenda tendu mais stratégique. Alors que le Mercosur vient de signer un accord majeur avec les pays de l'Association européenne du libre-échange, l'Union européenne redevient l'autre grand chantier diplomatique. Au centre des discussions, la signature d'un accord de libre-échange avec les pays de l'Association européenne de libre-échange. Cet accord couvre près de 97% des exportations du Mercosur et ouvre les voies à d'autres négociations, notamment avec l'Union européenne. L'accord commercial Mercosur-Union européenne gelé depuis 2019 refait surface. Bruxelles espère conclure avant la fin de l'année, mais plusieurs États membres de l'Union européenne, comme la France ou l'Autriche, bloquent encore, invoquant des préoccupations écologiques et agricoles. L'Argentine prône une plus grande flexibilité pour les États membres, souhaitant que chacun puisse conclure ses propres accords commerciaux sans passer par une décision collective. Une position que ne partage pas le président brésilien Lula da Silva, fervent défenseur d'un Mercosur plus solidaire, plus vert et axé sur la justice sociale. Nous devons défendre un Mercosur qui parle d'environnement, de développement durable et d'intégration régionale. Malgré ces tensions, des compromis sont à l'étude. Ratification par étapes, protocole annexe et surtout le précédent AELE signé à Buenos Aires prouve que le Mercosur sait conclure. Reste une question, l'Amérique du Sud ira-t-elle de l'avant avec l'Europe
ou tournera-t-elle le dos au vieux continent? Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.